on traite la sclérose en plaques? Qu'est-ce qu'on traite? Eh bien, ce qu'on traite, c'est l'inflammation à l'origine de la création de nouvelles lésions, de plaques de sclérose en plaques, donc de la démyelination. On sait donc que la sclérose en plaques est induite par une réponse inflammatoire qui entre dans le système nerveux central et qui va créer des lésions. Donc la principale cible de nos traitements de fond, c'est-à-dire le traitement, on va dire, un peu causal de la maladie, c'est le traitement de cette inflammation. Alors comment fait-on? Il y a plusieurs possibilités, plusieurs stratégies, plusieurs lignes de traitement. Dans un premier temps, ce qu'on appelle les traitements de première ligne, les mieux étudiés, les mieux connus, ceux qu'on utilise depuis le plus longtemps, ce qu'on appelle les immunomodulateurs. Donc, les immunomodulateurs sont des traitements qui s'administrent par voie injectable, qui sont donc un peu contraignants, et qui réduisent la fréquence des poussées. Ça va réduire de manière partielle, mais importante quand même, la fréquence des poussées au cours de la maladie, dans sa phase rémitante, donc d'évolution par poussée. Donc ces médicaments, il y en a plusieurs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils s'administrent tous par des modes injectables, soit sous-cutanés, soit intramusculaires, qu'ils sont parfois responsables de quelques effets indésirables, variables selon le traitement, mais parfois un petit peu donc désagréables, en particulier au début des traitements, mais que après, avec le temps, en général, ils sont mieux tolérés, et ce que l'on sait aussi, c'est qu'ils ne sont pas dangereux sur la durée, donc on peut les maintenir sur le long cours. Ce ne sont pas des traitements qui deviennent dangereux avec le temps. Par ailleurs, c'est des traitements qu'il faut prendre régulièrement, c'est-à-dire comme prescrit par les neurologues et les soignants, et ne pas prendre de façon un petit peu anarchique ou irrégulière. Il ne faut pas les arrêter sans prendre d'avis bien avisé, médical avant, puisque quand on les arrête, ils perdent évidemment leur efficacité, et que prescrits de façon irrégulière, ils perdent très probablement une part là aussi de leur efficacité. Donc ça, c'était la première ligne de traitement, les immunomodulateurs. Après, si ces traitements soit ne peuvent pas être administrés, soit sont insuffisants, ce qui peut arriver, on a d'autres lignes de traitement. Et on a eu d'autres traitements qui se sont développés, notamment depuis quelques années. Il y a d'autres traitements alors, qui s'administrent parfois par perfusion, tous les mois, à l'hôpital, et qui ont une efficacité supérieure aux interférons. Donc on réserve aux formes qui évoluent malgré un traitement immunomodulateur, malgré un traitement quel qu'il soit. Et donc ces traitements vont mieux stabiliser la maladie. Alors, il y a plusieurs lignes, il y a des anticorps monoclonaux, il y a des sortes de chimiothérapie. On ne va pas entrer dans le détail ici des indications. Ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'il y a plusieurs niveaux d'efficacité, que les traitements de première ligne sont les mieux connus, ceux qui induisent le moins de risques, mais que plus on augmente l'efficacité d'un traitement, plus on peut induire des effets collatéraux, des effets indésirables associés à ce traitement. Et donc l'indication des médicaments de la sclérose en plaques, des traitements de fond, justifie la discussion avec le neurologue pour bien voir quel est le traitement adapté à chaque patient. Et lorsque l'on peut obtenir une bonne stabilisation de la maladie avec des traitements de première ligne, des immunomodulateurs, il n'est pas nécessaire de recourir à un traitement plus fort. A l'inverse, si ce traitement de première ligne est insuffisant, il ne faut pas trop tarder non plus à mettre les traitements efficaces adéquats. Alors ça, c'est l'aspect traitement de fond, pour prévenir l'évolution de la maladie, prévenir la fréquence des poussées, enfin diminuer la fréquence des poussées, et diminuer les séquelles éventuelles de poussées, donc le handicap qui pourrait s'accumuler en séquelles de chacune des poussées. Alors il y a d'autres possibilités de traitement. Il y a notamment les traitements qu'on va dire symptomatiques. Quand des symptômes sont installés, on peut utiliser certains médicaments pour diminuer les symptômes. Alors ça peut être des traitements symptomatiques de certaines douleurs, ça peut être des traitements symptomatiques parfois sur la fatigue, ça peut être des traitements des syndromes dépressifs, ou encore des traitements des symptômes urinaires. Et là, c'est très important de consulter le neurologue, éventuellement un spécialiste de la vessie aussi, pour adapter le traitement des troubles urinaires en fonction de la caractérisation de ces troubles. Alors parfois, on fait appel aussi, et de plus en plus fréquemment, à des traitements non médicamenteux. Ça peut être des traitements physiques, de la rééducation fonctionnelle, qui peut permettre de reprendre une fonctionnalité, de se reconditionner à certains efforts, de se réadapter à la motricité, à la marche, à un certain nombre de paramètres, à l'équilibre. Donc de plus en plus, et parfois assez précocement, on recourt à une activité de rééducation fonctionnelle, à une kinésithérapie régulière. Alors parfois, certaines personnes utilisent aussi des méthodes plus alternatives, des stratégies de médecine un peu plus douces, pour être de l'acupuncture ou des médecines parallèles. Il est difficile de se prononcer scientifiquement sur l'efficacité de ces stratégies. Ce qu'il est important de concevoir, c'est que la première chose est de ne pas prendre de risques.
Par exemple, ne pas faire un régime qui développerait une carence, ne pas prendre un médicament mal connu qui n'a pas été validé, voilà, ne pas prendre de risque. Après, dans les stratégies de médecine, on va dire un peu douces, il n'y a pas de raison de s'en priver si elles apportent quelque chose. Par exemple, des séances de relaxation, des séances d'acupuncture. Si telle ou telle personne considère que ça peut lui être utile, nous n'avons pas de raison de le déconseiller à partir du moment où ça n'est pas dangereux. Dans tous les cas, bien sûr, ça ne remplace pas le traitement de fond de la maladie quand il est indiqué. Le traitement de fond qui, je le rappelle, a été validé avant d'être utilisé, validé par des essais cliniques rigoureux qui ont démontré qu'il était à la fois efficace en termes de réduction de l'évolution de la maladie, mais aussi acceptable en termes de tolérance et de sécurité d'emploi.